Bonjour à tous, bienvenue dans Kit Main Libre, un programme proposé par Itch et qui s'intéresse à l'univers des VTC. Au programme de cette première émission, la sécurité, se sentir serein lors d'un trajet en VTC, c'est la priorité de tous, aussi bien des chauffeurs que des passagers. Mais peut-on vraiment voyager en toute sérénité ? Quelle est la situation actuelle en termes de sécurité ? Kit Main Libre, première émission, ça commence maintenant. Pour parler de ce sujet essentiel, avec moi ici présent, Teddy Pellerin, bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le PDG et cofondateur de Itch, le service de VTC français. Merci d'être avec nous pour qu'on comprenne ce que ça représente. Itch, c'est combien d'utilisateurs par jour ? Itch aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliers de passagers tous les mois, donc c'est plusieurs dizaines de milliers de trajets par jour. Et à peu près 20 000 chauffeurs. D'accord. À nos côtés également, il y a Karim, cofondateur de l'Association des VTC de France. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis, il y a aussi Cindy Ledizet, cofondatrice de l'association Act Right. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est Act Right ? Oui, bonjour Redouane. Act Right, c'est une association qui s'est montée il y a 2 ans avec Marion Delpech, qui a un média qui s'appelle PWFM, et moi-même qui suis agent d'artiste en musique électronique. On a décidé de monter cette association suite aux problèmes de violences sexistes et sexuelles qu'on rencontrait dans notre secteur, dans le secteur des musiques actuelles et des musiques électroniques. Et donc l'idée, c'était aussi de créer un label de qualité dans notre secteur d'activité pour les professionnels, qui se base sur la question de la formation sur la question des violences sexistes et sexuelles, et d'actions à mener tous les ans sur 3 ans, en rajoutant une mesure de réduction des risques, donc on va parler d'alcool, de drogue, etc., et une mesure de développement durable sur 3 ans. Et on s'est rencontrés avec Itch, puisqu'en travaillant sur ce sujet, on est parti du postulat que notre soirée ne commençait pas et ne se terminait pas quand on était sur le lieu, mais bien quand on partait de chez nous et quand on rentrait chez nous. Donc le temps de transport est essentiel et le temps de transport passe notamment avec les VTC. Donc du coup, d'où la discussion avec les principaux acteurs de VTC en France. Ensemble, nous aborderons le sujet de la sécurité sur le marché des VTC de manière générale. Ensuite, nous parlerons bien évidemment du cas de Itch avec Teddy Pellerin ici présent. On va chercher à savoir ce que prévoit notamment cette plateforme pour améliorer la sécurité à bord des véhicules. Et puis, on s'intéressera au rôle des associations dans la lutte contre l'insécurité et les actions mises en place pour favoriser la sécurité. Ça, ce sera avec vous, Karim et Cindy. Mais d'abord, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, j'aimerais qu'on ait un exemple, peut-être une anecdote de situation d'insécurité, peut-être avec vous, Cindy. Des anecdotes, on a pas mal en fait de situations très différentes qui vont être qui ne vont pas être les mêmes du côté chauffeur et du côté passager, en fait. Et du côté passager, on va retrouver peut-être un petit peu la question des violences effectivement sexistes, voilà. Et du côté chauffeur, on a énormément, et on s'est rendu compte en travaillant avec Itch, qu'il y avait plus d'agressions côté chauffeur que côté passager, en tout cas recensées aujourd'hui. Ouais, parce qu'on n'imagine pas ce problème a priori, mais en fait, les chauffeurs sont aussi victimes, on en parlera notamment avec Karim. Quand vous parlez de situation de violence sexuelle, on pense à quoi précisément ? Alors ça va aller d'un comportement déplacé au niveau de la parole, c'est-à-dire des paroles qu'on n'a pas à avoir avec une personne dans son cadre de travail, qui vont être très simples. On ne demande pas à la personne ce qu'elle fait de sa soirée, pourquoi elle est là alors qu'il est 3h du matin et pourquoi elle n'est pas en train de s'occuper de ses enfants, jusqu'à un geste déplacé, poser une main sur la cuisse, un harcèlement en sortant de la voiture. Ça va dans les deux sens, le harcèlement. On s'en est rendu compte que ça fonctionnait dans les deux sens, des chauffeurs qui se faisaient appeler pendant 15 jours, 3 semaines après une course. Ah oui, quand même. Oui, c'est...
on en a parlé, on a eu tous les retours puisqu'on a travaillé avec Itch, avec vraiment les retours sur la hotline de Itch. Donc on a vraiment tous les cas concrets qu'on a listés. Et au niveau des chauffeurs, il y a beaucoup de violences physiques et verbales à l'encontre des chauffeurs. Et de racisme ordinaire, on en rencontre beaucoup aussi. D'accord. Karim, peut-être ? Ce genre de situation, on les rencontre au quotidien ? Oui, effectivement, comme disait Cindy, ce genre de situations peuvent arriver assez fréquemment, malheureusement. Vous pensez à quel type de situation précisément ? C'est surtout de la pression psychologique et de la violence verbale, surtout, je dirais plus. D'accord. Pourquoi ? Pour qu'on vous presse lors du trajet ? Oui, on tout à ne fait. considère pas ? C'est un peu comme si on était des défouloirs, hein. Comme des psychologues, c'est-à-dire que des gens qui ont passé une mauvaise journée vont prendre un Uber à la fin de la journée, à la fin du travail, et puis toute leur frustration vont la vider sur le chauffeur parce que c'est embouteillé, ou parce qu'ils sont pressés, ils sont en retard, ou parce que, comme je vous disais, ils ont passé une très mauvaise journée. Ça peut être la nuit aussi, la nuit où les jeunes, malheureusement, ils font la fête, ils s'amusent, mais n'ont pas trop de limites. Ensuite, prennent un chauffeur pour rentrer chez eux. Et c'est pareil, ils sont plusieurs, il y a l'effet de masse, ils sont 3-4 entre amis. Ah bonjour, Karim, tout de suite Karim, le côté un peu raciste. Il y a beaucoup de Karim, il y a beaucoup de. Voilà, pouvez mettre la musique s'il vous plaît, pouvez mettre le jeu de lumière, pouvez faire ci, pouvez faire ça. En même temps, quand on prend un VTC, c'est plus pour rentrer chez soi qu'une discothèque. Je pense qu'un véhicule n'est pas une discothèque. C'est des cas qui arrivent malheureusement assez souvent la nuit. Après, il y a les cas différents, la journée et la nuit, forcément, mais c'est vrai que c'est beaucoup de violence psychologique, dans le sens où le chauffeur est un peu la soubrette aussi, quelque part. On a l'impression qu'on est l'esclave de la personne qui est dans le véhicule. Ça devient plus simplement qu'un trajet, ça devient, comme je vous dis, on est leurs esclaves, quoi. Moi, ça m'est arrivé que j'ai une jeune fille qui était en état d'ébriété, qui ne voulait plus sortir de mon véhicule, qui m'a dit, moi, je reste là, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Je vais faire, mademoiselle, s'il vous plaît, vous êtes arrivée, vous veuillez rentrer chez vous. La demoiselle, ça a duré peut-être 20 minutes, je suis resté professionnel. Mais à la finale, elle ne voulait plus sortir du véhicule, je suis sorti, je voulais l'aider, je lui ai dit, venez, je vais vous aider. Non, ne me touchez pas, attention, ça peut aller très loin, vous voyez, c'est plusieurs situations. J'ai eu des situations verbales aussi, j'ai eu des agressions physiques d'hommes aussi, qui voulaient en venir aux mains pour rien. Parce qu'au lieu de prendre à droite, j'ai pris à gauche, parce que le GPS me disait de prendre à gauche. Parce que des fois, on est obligé de respecter le GPS, parce que souvent, le client nous dit, mais vous n'avez pas pris la bonne direction. Alors qu'on sait que c'est la bonne direction, dans le sens où c'est un raccourci, où il y a des travaux, donc on se dit, on va passer par là, ça ira plus vite, en tant que professionnel. Mais le client, lui, se fie au GPS, ou des fois, c'est le contraire même. Le client vous dit, mais le GPS vous dit de passer par là. Non, il faut passer par là, parce que c'est plus rapide. Enfin, ainsi de suite, hein, ça peut être différentes agressions, on peut dire. Teddy, vous, il y a des cas d'agression qui vous remontent aussi, côté Itch ? Ça se passe comment ? Ouais, non, bien sûr. Donc, je pense qu'on peut effectivement distinguer côté passager et côté chauffeur. Nous, en plus, on a une difficulté supplémentaire sur Itch parce qu'on est une plateforme où on autorise le paiement en espèces, ce qui est un sujet pour pas mal de chauffeurs. Et c'est vrai que du coup, on a vraiment certains chauffeurs qui nous disent qu'on a les meilleurs passagers, parce qu'effectivement, on a une clientèle un peu moins formelle et donc qui va être de temps en temps un peu plus humaine. Un peu plus jeune aussi. Un peu plus jeune. Il y a des chauffeurs, moi, ils me disent, la pire clientèle, c'est quand on est sur d'autres plateformes où on a vraiment l'impression qu'en tant que chauffeur, je n'existe pas. Et du coup, il y a ce côté où je suis transparent et je suis juste là pour transporter la personne, mais je n'existe pas et j'ai l'impression de vraiment servir à rien. Et puis par contre, on a des chauffeurs qui vont détester notre clientèle parce que, effectivement, elle est un peu plus extrême. Donc il y a des gens très gentils, très bien, qui vont être très avenants, etc. Et puis malheureusement, on a effectivement des jeunes qui payent en espèces. On fait beaucoup de trajets en banlieue, donc on est sur des zones qui sont un peu plus sensibles parfois. Et donc malheureusement, il faut aussi réussir à gérer ces sujets-là. Ouais. Ce qu'on appelait jadis le taxi basket en réalité. C'est ça, le Itch basket maintenant. Donc on essaye de le limiter au maximum, et de faire en sorte que ça dégénère pas. Donc c'est pour ça, nous, si jamais ça arrive, quelqu'un paye pas, on dit au chauffeur de ne pas poursuivre la personne, on paye le chauffeur, on lui paye quand même son trajet pour essayer justement de ne pas en venir aux mains et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Mais malgré tout, ça reste traumatisant, une agression pour le chauffeur et c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre. Donc il faut trouver des solutions pour petit à petit tuer ce type de cas. Et ensuite, côté passager, Cindy l'a évoqué aussi, il peut y avoir différentes choses, c'est sûr, mais généralement, là où
je pense, on essaye d'être le plus vigilant et où je pense que le monde du VTC doit encore évoluer, c'est effectivement sur la sécurité des femmes, notamment la nuit. Ouais. Oui, on en parlait avec Cindy et on se souvient tous de ce hashtag en 2019, Uber c'est over. Est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots ce qu'était ce hashtag et ce qu'était ce mouvement porté par des femmes, par des passagères? Ouais, je ne sais pas si tu veux le faire. Cindy, peut-être. Bonjour, oui, je peux le faire, tout à fait. Uber c'est over, ça s'est créé. Alors, j'ai plus la date en tête, je crois que tu viens de le dire. C'était fin 2019. Fin 2019, suite à une agression, à un viol dans un Uber. Et c'est un hashtag tout simplement qui s'est créé à ce moment-là où effectivement les femmes ont commencé à raconter toutes les anecdotes et toutes les agressions qui leur sont arrivées dans les VTC, ce qui a permis effectivement une libération de la parole à ce moment-là et une prise de conscience aussi dont on n'avait pas conscience à cette époque-là. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, le VTC, c'était vraiment un endroit où on se sentait vraiment ultra en sécurité. En fait, quand toutes les plateformes de VTC se sont créées, nous, enfin, en tant que femmes, c'était vraiment pour nous une soupape de sécurité. On se disait, bon, bah, je prends un VTC, c'est cool, je suis en sécurité. Et à partir de ce moment-là, il y a quand même eu quelque chose qui a changé, à savoir qu'il y a eu vraiment ce truc où il y a eu une perte de confiance de la clientèle féminine au niveau des VTC, où on ne se sentait plus en confiance. Et tout à coup, tout est remis en question et on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait pour récupérer la confiance? Qu'est-ce qu'on fait pour sécuriser aussi nos passagers, mais aussi nos chauffeurs? Parce que du coup, on s'est aussi rendu compte que c'était dans les deux sens. Et donc ce mouvement a quand même permis de réaliser un certain nombre de choses et d'avancer sur ces questions-là. Mais d'ailleurs, à l'époque, au début des plateformes VTC, on entendait plein de jeunes femmes qui disaient qu'à privilégier ce genre de trajet, justement pour éviter le harcèlement dans les transports en commun. Avec ce hashtag, on a vu des dizaines et des dizaines de témoignages qui montraient qu'elles pouvaient aussi se faire harceler lors de leur trajet en VTC. Comment vous l'avez vécu côté plateforme? Ouais, je pense qu'en fait, la révolution des VTC au début, c'est qu'effectivement, ça apportait un espace sécurisé, notamment parce que tout était tracé. On partait, voilà, quand on était dans la rue, on pouvait se faire agresser, mais même les taxis, qui sont des chauffeurs professionnels, en fait, quand on monte dans la voiture d'un taxi, on ne sait pas qui est le chauffeur. Il peut y avoir aussi des faux taxis, c'est des choses qui peuvent arriver. Et du coup, s'il se passe quelque chose, en fait, on ne sait pas avec qui on était. Et le VTC est arrivé, et les plateformes, d'une manière générale, ont permis de dire, OK, s'il y a un incident, en fait, on peut retrouver la personne, etc. Donc ça responsabilise un petit peu tout le monde. Donc sur l'idée, c'est bien, et probablement que ça a aidé à améliorer la sécurité des femmes la nuit. Par contre, c'est sûr que c'est pas encore parfait, on l'a vu. Et je pense, moi, ce qui a été important pour nous à ce moment-là, c'est, même si voilà, Uber est le plus gros acteur, donc c'était eux qui étaient visés par le hashtag, mais en fait, on s'est tous sentis concernés parce qu'à un moment, on sait que c'est, on partage tous les mêmes chauffeurs, on essaie de faire aussi un marché qui soit sain pour tout le monde. Et en fait, moi, ça m'a convaincu une fois de plus que pour que ça change, le plus important finalement, c'est d'en parler. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a ce type de moments et d'émissions, parce qu'en fait, quand on en parle et quand la parole se libère, au bout d'un moment, ça devient insupportable. Vraiment, les gens n'ont pas envie d'écouter ces histoires et n'ont pas envie d'entendre ça. Et c'est à ce moment-là où, en fait, ça change et où les gens se donnent les moyens de faire en sorte que ça change. Parce que juste, on ne peut pas supporter ce genre de phénomène. On ne peut pas supporter d'avoir, je ne sais plus combien il y avait de femmes qui s'étaient manifestées et qui racontaient leurs anecdotes pour dire, en fait, voilà ce qu'on vit, quoi. Donc, moi, je pense que c'est des choses qui sont hyper importantes et qu'il faut, nous, en tant que plateforme, assumer quand il y a des choses à changer sur le marché. De temps en temps, c'est notre faute, on a peut-être mal fait notre travail à nous améliorer. De temps en temps, c'est le marché qui doit évoluer. De temps en temps, c'est la société qui doit évoluer. Donc, on ne peut pas tout faire non plus, on le sait. Mais en tout cas, il faut réussir à en parler, à créer ce dialogue, à créer cette libération de la parole. Parce qu'en fait, si on doit évoluer, si la société doit évoluer, à mon avis, c'est la première étape. Depuis 2019, est-ce que les choses ont changé, Cindy ? Depuis 2019, il y a pas mal de choses qui ont changé, effectivement. Vous pensez à quoi, typiquement ? Je pense à quoi, typiquement ? Je pense aux mesures qui ont été mises en place, par exemple, au niveau de l'État, sur la question des formations, en tout cas au niveau des dirigeants des structures,
Et nous, on pense que c'est une très bonne chose parce que effectivement, on a tendance à se dire, nous par exemple, dans notre secteur d'activité, dans les musiques électroniques, on faisait des stands de sensibilisation dans les événements. Bon, c'est bien, on va toucher le public jusqu'à un certain moment. À 2h, 3h du matin, ils sont bourrés, donc ils en ont plus rien à foutre. Mais ça va pas changer fondamentalement la façon de fonctionner, en fait. Donc, si on oblige effectivement les dirigeants à se former à ces questions-là, à un moment donné, ça redescend dans les équipes et ça redescend sur son public ou ses usagers. Et c'est là où c'est intéressant, où voilà, il y a eu toutes ces choses-là qui se sont mises en place. Il y a eu énormément de discussions avec le ministère à l'égalité hommes-femmes, qui s'est beaucoup bougé en cette année, en 2020, sur toutes ces questions-là. Après, on a été dans une année particulière où c'était aussi une année Covid, où on a aussi pu se pencher sur des sujets sur lesquels on se penchait peut-être pas non plus avant. Donc ça a été pour nous un mal pour un bien. Mais effectivement, c'est en train de bouger, c'est en train d'évoluer. Donc de par la libération de la parole, effectivement, et des réseaux sociaux qui ont joué un rôle majeur dans cette transformation. Mais nous, ce dont on se rend compte aujourd'hui, et vraiment pour moi le plus gros changement aujourd'hui, c'est qu'on a énormément d'alliés hommes. C'est-à-dire qu'avant, le combat féminisme, c'était un truc de femmes, c'était perçu comme des femmes, enfin les féministes étaient des femmes hystériques, machin, etc. Les hommes voulaient pas s'en approcher, voulaient pas se mêler à ce combat de peur de se faire taper dessus, et on comprend parce que il y a eu effectivement tous les débuts du féminisme où c'était un petit peu comme ça, on ne voulait pas que les hommes rentrent dans ce combat et que du coup, dès qu'ils rentraient dedans, ils n'étaient pas légitimes. Et moi, je trouve que ce qui a changé depuis effectivement 2-3 ans, c'est qu'on a beaucoup d'alliés d'hommes et que en fait, il n'y a que en travaillant main dans la main, hommes, femmes, on va pouvoir faire évoluer les mentalités et fondamentalement changer les modes de fonctionnement. Et ça, je trouve que c'est un point intéressant. Karim, est-ce que les chauffeurs ont pris conscience du problème ? Oui, tout à fait. Les chauffeurs, en majorité, ont pris conscience du problème. On s'est même senti, on a même culpabilisé, je vous dirais. Moi, personnellement, j'ai culpabilisé. Pourquoi ? Déjà, en tant que père de famille, comme marié, déjà. Ma femme peut prendre un chauffeur aussi toute seule la nuit, quand elle sort avec ses amis ou la journée. Et en même temps, on a quand même un métier, c'est-à-dire qu'on apporte du professionnalisme tous les jours dans notre métier, on essaye de faire bien notre métier. Et à la finale, quand on se rend compte que malheureusement, il y a quelques brebis galeuses, ou des chauffeurs qui ne sont pas professionnels, qui sont même à l'extrême, des violeurs ou des agresseurs potentiels, ça nous touche. Ça nous touche, parce que ça touche notre corps de métier, ça nous touche tous, quoi, quelque part. On se sent concerné, malheureusement. Comme disait tout à l'heure Teddy. On se sent tous concernés, que ce soit les applications, que ce soit les chauffeurs. On se sent concernés. Est-ce que vous avez l'impression que depuis ce hashtag, le rapport avec les clientes a changé ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Le rapport a changé. Comme disait Cindy, l'importance aussi, ce qui est important, c'est la communication, c'est l'échange. Moi, personnellement, quand j'ai une jeune fille dans mon véhicule, je me sens responsable, vous voyez ? Je me sens responsable de cette jeune fille. C'est-à-dire que quand je la dépose, la course ne se termine pas qu'à partir du moment où elle ferme mon véhicule, qu'elle me dit au revoir. Je regarde bien pour voir si elle rentre bien chez elle, si elle est en sécurité. Mais ça, je vous dirais, c'est de la bienveillance, c'est instinctif. Ça fait partie de notre métier aussi. Chauffeur, c'est ça aussi. C'est prendre soin de son client, c'est quand même un métier de service, c'est quand même un métier où on a des responsabilités, tout simplement. Que ce soit sur la route, mais aussi, comme disait Cindy, de raccompagner des jeunes filles le soir chez elles. Des jeunes hommes aussi, hein. Les jeunes filles, on dit filles, mais les jeunes hommes aussi peuvent se faire agresser. Malheureusement, quand on arrive en banlieue, dans certains quartiers difficiles, des fois, ça peut arriver. Bien sûr. De toute manière, moi, j'aimerais élargir à d'autres types d'insécurité. Quelle est la situation actuelle en termes de sécurité sur le marché du VTC, Teddy ? Sur le marché du VTC, c'est une question vaste, pas facile celle-ci. Comment on peut décrire ? Quelles sont les mesures ? Diriez-vous qu'il y a des spécificités propres au marché du VTC concernant les problèmes de sécurité notamment ? Alors voilà, je pense il y a des enjeux sur le marché du VTC. Après, c'est pas heureusement, c'est pas un marché où on a des agressions graves tous les jours non plus. Donc c'est quand même un marché où justement les gens sont quand même identifiés, les chauffeurs
font une formation, ils sont obligés d'avoir une licence. Pour avoir leur licence et leur examen, il faut qu'ils aient un casier judiciaire vierge. Donc on est quand même sur un marché qui est encadré, où normalement on est censé éviter tous les problèmes de sécurité. Après, on veut toujours tendre vers le risque zéro, on n'y arrivera malheureusement jamais. On est dans une société où il y a aussi de la violence. Donc la question, c'est comment nous, en tant que plateforme, on peut s'approcher de ça. Et là, je pense qu'il y a encore des choses à faire, que ce soit sur Reach ou sur le marché. Donc c'est peut-être... Parce qu'en plus, pour le marché, il y a un réel enjeu de business, parce que plus il y a d'insécurité, moins il y a de clients. Ouais, bah bien sûr. Hein. Bien sûr, non, bah c'est sûr, c'est une évidence. Hein. On l'a dit, hein, les femmes, notamment la nuit, se sentent pas toujours en sécurité. Donc si le VTC apparaît comme une solution sûre, forcément, ça nous permet aussi d'avoir des utilisatrices et des utilisateurs. Donc c'est un enjeu important. Je pense qu'aujourd'hui, dans les choses, en tout cas, qui restent à faire, sur l'application, on va dire, la plupart des applications maintenant ont des fonctionnalités comme le fait de pouvoir partager sa position, de pouvoir du coup envoyer les informations sur le chauffeur. Donc ça, entre guillemets, ça rassure un petit peu les utilisateurs des plateformes. Ensuite, s'il y a un incident, souvent les plateformes ont aussi des services, des centres d'appel qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, etc. Après, pour prévenir, aller encore un peu plus loin sur les incidents côté passager, on en discutait tout à l'heure, c'est peut-être aussi de finalement mutualiser au bout d'un moment les données des applications pour si jamais il se passe quelque chose sur une application et qu'en fait un chauffeur a agressé quelqu'un sur une application, que peut-être ça puisse être jugé par une autorité étatique, hein, parce qu'on n'a pas le droit de partager les données de nos clients, et peut-être qu'en fait ça puisse remonter pour qu'un jour ce chauffeur-là puisse, si vraiment ça s'était avéré, perdre sa licence VTC et que ça n'impacte pas d'autres personnes. Ouais. Donc pour qu'on comprenne bien, vous appelez à ce qu'il y ait une liste noire à l'échelle de la France des chauffeurs qui se comporteraient mal, qui pourraient être susceptibles d'agresser des clients potentiels, et pour qu'un chauffeur qui soit suspendu par Uber soit systématiquement suspendu par Hitch et par Captain. Alors c'est hyper compliqué parce qu'il y a des motifs de suspension différents, on ne gère pas tous de la même manière, et aujourd'hui une plateforme a un rôle qui est assez compliqué à gérer. Parce que en même temps, on doit on doit assurer la sécurité des utilisateurs, et en même temps, on n'est pas censé avoir un droit aussi fort et un lien avec les chauffeurs. On peut les empêcher de travailler comme ça du jour au lendemain. Donc c'est hyper compliqué pour une plateforme parce qu'on est entre deux trucs et en fait, on n'a pas forcément toutes les solutions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la justice est quand même assez longue. Si demain, il y a quelqu'un qui reporte une agression sexuelle sur Hitch, a priori, nous, on va, par mesure de précaution, on va suspendre le compte du chauffeur. Ensuite, on va discuter donc avec la victime. On va lui demander de porter plainte pour avoir des éléments, etc. Et si une plainte est déposée, on va du coup pouvoir confirmer au chauffeur que sa suspension, pour l'instant, est définitive. Et puis après, on offre la possibilité au chauffeur de passer par des syndicats pour passer en commission de réactivation, etc. Mais là, c'est quelque chose, en fait, qu'on fait nous, plateforme, en essayant de nous débrouiller avec les syndicats, et ce n'est pas forcément une bonne chose. Peut-être qu'à terme, il faudrait effectivement qu'il y ait aussi une autorité qui vienne se pencher sur ce problème-là et qui permette aux plateformes, avec les syndicats, de dire voilà ce qui s'est passé. Et puis au bout d'un moment, il y a une commission en France, hein, c'est la commission T3P, qui peut décider est-ce qu'un chauffeur... Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est la commission T3P ? En fait, c'est peut-être que tu connais mieux que moi d'ailleurs. Non, je t'en prie, je te laisse continuer. C'est une commission qui... donc je pense qu'il y a le préfet de police, il y a le préfet, il va y avoir un responsable de la police, et il y a des syndicats de VTC, mais qui en fait va étudier certains cas de chauffeurs VTC. Mais c'est plutôt des cas qui sont remontés aujourd'hui, je pense, par la police, pas par les applications. Et on peut retirer la licence d'un chauffeur VTC. Et en fait, petit à petit, probablement, il faudrait aussi que les plateformes puissent communiquer et informer aussi cette commission-là, parce que si on le fait et qu'un chauffeur perd sa licence VTC, là, effectivement, on a le droit de communiquer auprès de toutes les plateformes pour dire que cette licence VTC n'est plus active, et donc, du coup, ce chauffeur n'a plus le droit de conduire. Pour éviter que ce soit à la plateforme de prendre la responsabilité de suspendre par rapport à la sécurité, parce qu'à un moment, il faut un regard aussi extérieur. Ouais. Karim, vous êtes pour ce fichier commun ? Oui, tout à fait. Pourquoi ? C'est important qu'on puisse communiquer tous ensemble. Tous les acteurs doivent être en relation. D'accord, mais du côté des chauffeurs, ça poserait pas des problèmes d'être suspendu par Uber et pas de pouvoir se reporter par exemple sur Captain ou sur Hitch ou inversement,
en cas d'agression potentielle, ça pose quand même des soucis. Comme disait Teddy, à partir du moment où la personne a porté plainte, c'est que ça rentre en justice. Là, c'est la responsabilité de la justice après. C'est-à-dire que, aussi bien chauffeur qu'application, nous ne sommes pas policiers, tout simplement. C'est-à-dire que nous, on peut se dire, bon, ok, il y a eu un cas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Parce qu'il y a aussi eu des soucis du côté des clients, c'est-à-dire qu'il y a eu des mensonges, tout simplement. C'est-à-dire qu'une cliente va inventer, ou un client va inventer une agression pour se faire rembourser de sa course. Vous voyez? Ça peut être un stratagème, alors que le chauffeur s'est comporté correctement. Il n'y a eu aucun souci, en fait, dans ce trajet. Ça peut arriver. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. D'où ma question, est-ce que vous êtes pour une suspension de fait à partir du moment où il y a une plainte? Ça dépend de la suspension, justement. Voilà. Tout à fait. Je pense qu'un chauffeur ne peut pas être suspendu de toutes les plateformes si c'était une plateforme qui a décidé d'une suspension pour un cas mineur, etc. Mais sur les cas graves, si effectivement il y a eu un dépôt de plainte et la commission T3P, il y a quand même la police qui siège, qui dit, bon, effectivement, c'est un dossier qui est revenu chez nous, on va étudier, ça a l'air grave, etc. Par mesure de précaution, tant que l'enquête n'est pas finie, le chauffeur est suspendu. Moi, je ne trouve pas ça choquant. Et après, pour aller face aux fausses accusations, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de chauffeurs aussi qui équipent leur voiture d'une caméra. Ça se développe de plus en plus et c'est quelque chose qui est, je pense, rassurant pour les chauffeurs parce qu'effectivement, ça permet de se dire, bon, au moins, voilà. Et on a déjà vu des cas, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, des chauffeurs qui disaient, voilà, Uber m'a envoyé ce message de suspension, il ne s'est rien passé. Heureusement que j'avais la caméra, parce que sinon, je n'aurais pas pu reconduire sur Uber. Donc, il y a des solutions. Après, ça a un coût, donc c'est toujours pareil. Ce n'est pas évident non plus à l'imposer. Mais le marché, quand même, commence à évoluer un petit peu dans cette direction. Et Karim, vous, la caméra, vous en pensez quoi? Vous êtes pour? Oui, ça peut être une option, tout à fait. Mais je pense que, comme disait tout à l'heure Teddy, le principal, c'est la traçabilité, en fait. Pour moi, la traçabilité, que ce soit au niveau de la course ou au niveau de la caméra, c'est très très important parce qu'à partir du moment où on se sait tracer, ça recadre tout de suite le chauffeur ou le client. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le chauffeur, il sait qu'il est tracé, donc il va faire attention à son circuit, à son trajet. Le client, s'il sait qu'il y a une caméra, ça peut le recadrer aussi, en sachant qu'il est filmé, que ça peut remonter. Donc du coup, il ne va pas s'amuser à inventer des mensonges dans le véhicule ou quoi que ce soit. Je pense que la traçabilité, oui, effectivement, c'est très 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 important. Après, comment, avec quel objet, ça sert à voir. La caméra, on peut en discuter. Ça peut être intéressant, oui, tout à fait. Je pense que ça peut être intéressant. Je peux pas certifier non plus. C'est pas mon métier. Je suis chauffeur. Mais effectivement, on peut en discuter. Ça peut être une option. Ça peut être une option. Malheureusement, comme dit Teddy, après ça a un coût. Peut-être que les chauffeurs ne voudront pas investir parce que ceci ou cela. Et puis le problème des caméras, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu comme avec les assurances, c'est-à-dire que la caméra, c'est un peu comme le téléphone aussi en justice. C'est pas des preuves en fait. Donc du coup, après, ça a à voir aussi avec les assurances, si c'est pris en compte ou pas. Ça, je parle pour le chauffeur, bien sûr. Et puis il y a un autre problème avec la caméra, c'est qui a les images. Voilà, exactement. Parce que si c'est le chauffeur qui a les images, donc ça bénéficie au chauffeur si effectivement il y a une fausse accusation. Si c'est la plateforme qui a les images, les chauffeurs vont complètement être contre parce qu'ils vont se dire les mecs me surveillent et ils peuvent me suspendre du jour au lendemain juste parce qu'ils regardent les images, etc. Donc ça pose quand même des questions. Donc voilà, de toute façon c'est un sujet compliqué. Mais là où moi je te rejoins, c'est pas forcément les images qui vont servir, c'est en fait le fait de montrer qu'il y a de la surveillance et que du coup on est dans un environnement où on ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi. Et dans l'idée de cette base de données commune, on parlait des chauffeurs, mais est-ce qu'elle pourrait aussi s'appliquer aux clients? Nous, c'est un gros enjeu sur Hitch. Il y a beaucoup de chauffeurs qui nous le reprochent souvent parce qu'effectivement, le fait qu'on ait des espèces, ça change un petit peu par rapport aux autres plateformes. Alors maintenant, les autres plateformes acceptent aussi les espèces pour la plupart, mais néanmoins, sur Hitch, on en a un peu plus. Parce qu'effectivement, quand un passager s'inscrit sur une application, il met son prénom, son nom, son mail, son numéro de téléphone et sa carte bancaire. Il peut mettre un faux prénom, un faux mail, s'il voulait. Il peut faire ça. Personne ne va les vérifier, que ce soit sur Uber ou n'importe quelle plateforme, pour l'instant en tout cas. Par contre, vu qu'il y a la carte bancaire, il sait que si jamais il fait quelque chose de pas très bien, au bout d'un moment, on peut quand même le débiter, quoi. Et l'argent, ça a quand même tendance à calmer un peu les gens. Sur Hitch, nous, on n'oblige pas de mettre une carte bancaire parce qu'effectivement, on veut développer aussi une mobilité qui est plus accessible. On veut toucher aussi des zones et des banlieues où les gens n'ont pas forcément de carte bancaire. On veut justement pouvoir
dire que la mobilité est accessible à tout le monde. Mais du coup, ça crée des problématiques supplémentaires parce qu'il y a des passagers qui peuvent faire des hitch-baskets et ils se sentent en fait non traçables et donc ils ont l'impression de pouvoir faire ça en toute impunité. Donc là, on travaille quand même beaucoup pour essayer de cadrer ça. Donc on y arrive quand même, hein. On voit qu'on en a de moins en moins des problèmes de ce genre-là, mais parce qu'en fait on fait de l'historique de compte et donc on voit quand quelqu'un crée un compte, si on le bloque et il recrée un compte, on arrive finalement à le tracer et à le détecter avant, donc ça permet de bloquer. Et puis là on est en train aussi d'essayer quand il y a un doute, en fait, quand un passager a l'impression que potentiellement il peut présenter un risque, soit parce qu'il crée son compte très tard le soir dans une zone où on a déjà eu des problèmes, etc. On va commencer à créer des flows aussi pour vérifier plus de pièces sur ce passager-là s'il veut payer en espèces. Donc ça peut être l'identité, ça peut être d'autres choses, etc. Pour justement, petit à petit, se dire, en fait, même si on veut payer en espèces, on a le droit de payer en espèces, il y a des gens qui même n'ont pas le choix, donc on pense que c'est une bonne chose de le laisser. Malgré tout, ce n'est pas une plateforme anonyme, et il faut que tout le monde puisse justement être identifié. Et pourquoi pas la vérification sur la base de carte d'identité de facto dès le départ, quoi. Ouais, après la carte d'identité, vous y avez pensé ? Ouais, bien sûr, mais bon, la carte d'identité, s'il faut la prendre en photo, quelqu'un peut en prendre une sur Internet, et donc voilà, donc c'est pas évident non plus. Donc il y a des options sur la carte d'identité, il y a des options sur le fait de se prendre en photo aussi, qui peut être une solution. En plus, en filmant, ça permet de montrer que c'est bien la personne. Il peut y avoir des options sur pas mal de choses en fait. Donc là, on regarde aussi sur du paiement à l'avance pour dire voilà, si un passager, on sent qu'il est un peu plus à risque, on va les guider petit à petit pour dire de manière gentille, hein, mais bon voilà, c'est vos 3 premiers trajets, sur les 3 premiers trajets sur Reach, il faut payer à l'avance ou peut-être des contrôles d'identité. Où on demandera la carte d'identité, mais bon, il peut y avoir des fraudes aussi. Donc voilà, donc c'est des sujets nous qui sont hyper importants pour nous. Donc on travaille beaucoup. Le premier sujet, c'était vraiment de faire en sorte que quand un passager est suspendu, s'il recrée un compte, en fait, on arrive à le tracer, on arrive de mieux en mieux à le faire. Et là, la deuxième étape, ça va être effectivement sur les profils encore à risque, de petit à petit avoir un moyen d'identification un peu plus sûr que le déclaratif lors de l'inscription. Donc ça, c'est pour protéger les chauffeurs. Ouais, c'est plus côté chauffeur. Et pour protéger les passagers, qu'est-ce que fait Hitch en ce moment ? Là, on a développé la feature qui permet de partager sa position, parce que c'est quelque chose où on était un petit peu à la bourre par rapport à certains de nos concurrents. Donc niveau application, là, on a toutes les features, on va dire, du marché qui existent aujourd'hui. Après, l'autre aspect, c'est effectivement plus d'un point de vue, je pense, réglementaire, où là, on est souvent considéré comme la plateforme qui a de bonnes relations avec les syndicats et qui va pousser justement pour que ces sujets émergent. Donc mais même avec les autres plateformes sur ce sujet, c'est un sujet qui rassemble. Donc on a commencé à discuter pour voir est-ce qu'on ne devait pas avoir des process en commun et comment justement on pourrait avancer là-dessus pour pourquoi pas à terme effectivement proposer à la commission T3P ou à une autorité de tutelle des solutions pour pourquoi pas avoir une base de données commune en respectant la RGPD, etc., mais des cas les plus graves pour faire en sorte que le marché soit sain et qu'il n'y ait pas de risque s'il y a eu un incident grave. On parle d'incident grave. S'il y a un incident grave sur une plateforme, qu'il n'y ait pas de risque que ça puisse arriver sur une autre plateforme. D'accord. J'aimerais qu'on revienne aux risques que prennent les chauffeurs par moment. Karim, est-ce que vous êtes en sécurité quand vous êtes dans votre véhicule ? Est-ce que vous vous sentez en sécurité ? Oui, tout à fait. Toujours ? En général, oui. Malgré les différentes agressions, je pense notamment il y a quelques mois, il y a eu une agression dans le 95 au couteau. Oui, tout à fait. Pour récupérer la voiture et de l'espèce. Vous les vivez comment, ces agressions parfois très violentes sur des chauffeurs dans votre association ? Ça nous tient à cœur, hein, effectivement, parce qu'on a beaucoup de retours aussi de nos adhérents qui ont ces soucis. Pas au couteau non plus, hein. Ça c'est des cas extrêmes malheureusement. C'est comme les viols, ça c'est des cas extrêmes, c'est pas non plus des cas quotidiens, heureusement. Mais effectivement, on penche beaucoup sur ces cas extrêmes. La violence physique arrive très très souvent malheureusement. Et concrètement, vous faites quoi pour les accompagner ? Concrètement, après il y a un suivi psychologique, on essaie de les conseiller, de les envoyer vers les juridictions qui s'occupent de ça justement. Nous, en tant qu'association, on essaie de faire le maximum, mais on n'a pas non plus les pouvoirs juridiques pour pouvoir les assister jusqu'au bout. Hein. Après, comme je vous dis, c'est plus de l'assistance psychologique. Hein. Cindy,
vous aussi, vous me dites tout à l'heure que il y a énormément d'agressions de chauffeurs, notamment la nuit, parce que c'est la plupart du temps, c'est la nuit que les chauffeurs se font agresser. Concrètement, en termes de prévention, etc., qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ce genre de situation ? En termes de prévention, nous on est en train de travailler donc avec Itch sur la première chose sur laquelle on a planché, c'était déjà une charte d'utilisateurs qui va s'appliquer d'un côté comme de l'autre. L'idée c'est aussi de dire vos chauffeurs s'engagent, mais si vous voulez que vos chauffeurs s'engagent à agir de telle et telle façon envers vous, vous devez aussi vous engager à agir de la même façon envers eux. De rappeler que évidemment ils sont dans leur cadre de travail, que c'est important de le respecter d'un côté comme de l'autre, de toujours rappeler et de responsabiliser en fait via cette charte d'un côté comme de l'autre le conducteur et le passager. C'est un engagement quelque part au départ. Quand on signe quelque chose, on coche, etc. On prend la peine de le lire, de le signer, on s'engage. Déjà, ça vous responsabilise dans un premier temps. Après, on ne peut pas faire des miracles. Malheureusement, comme on disait, le risque zéro, il n'existe pas. Et on va retrouver dans ce secteur d'activité, comme dans toute notre société, les problèmes sociétaux qu'on a dans la rue ou au travail, au bureau, partout, pareil dans les VTC. Et la deuxième chose, c'est qu'on travaille sur la question des formations des chauffeurs aujourd'hui, des chauffeurs avec Itch. Donc c'est des formations qu'on développe main dans la main depuis plusieurs mois avec les équipes de Itch. Et qui consistent en quoi ces formations ? Alors, elles consistent à reprendre en fait tous les cas concrets qu'ils ont pu recenser via leur hotline, de façon à cibler le type d'agression qu'on peut avoir d'un côté comme de l'autre. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir donner des tips et de dire voilà, moi, s'il m'arrive ça, comment je réagis. Aussi tout simplement de poser des questions en fait, juste de dire de poser un problème, de dire voilà, on prend des cas concrets, il s'est passé ci, il s'est passé ça, aujourd'hui on en parle juste, donc on soulève la question. Sans vouloir dévoiler ces formations, pour les chauffeurs qui nous regardent, quels tips vous pouvez nous conseiller ? Alors, quels tips, là, comme ça, tout de suite, je vais pas pouvoir vous donner un tips ou pas, mais après, par exemple, ça va être la question de, effectivement, peut-être gérer l'escalade de la violence, tout simplement. Tout à l'heure, on parlait de la question du vol. Les chauffeurs sont énormément confrontés au vol quand ils sont payés en espèces. Et c'est d'essayer de savoir comment on gère à ce moment-là. Est-ce que ça vaut la peine de s'énerver ? Est-ce que ça vaut la peine de renchérir, d'en arriver aux mains, etc. En sachant que si on relativise, et qu'on peut relativiser, qu'on prend le temps de respirer, on va être payé. C'est énervant, c'est même dégradant de se faire voler. Mais en même temps, après, c'est aussi d'expliquer la responsabilité, parce que si le chauffeur, à un moment donné, même s'il s'estime dans son droit, qui s'énerve et que ça part en vrille, le passager va porter plainte, le chauffeur qui s'est fait voler, il est en tort. Et à un moment donné, ça lui retombe aussi dessus. Donc c'est aussi peut-être redonner des petits tips comme ça à certains endroits, mais aussi réexpliquer qu'est-ce qu'une agression, qu'est-ce qu'une agression sexiste, qu'est-ce qu'une agression sexuelle, qu'est-ce que la violence verbale, juste reposer en fait tout simplement les fondamentaux sur des termes qu'on ne comprend pas forcément nécessairement, et d'expliquer la responsabilité de chacun d'un côté et de l'autre, en fait, les responsabilités, et de reposer la question du cadre de travail. Je pense que ça, on ne pose pas assez, en fait, parce que nous, c'est quelque chose qu'on voit énormément dans notre secteur aussi. Nous, notre secteur, c'est la fête. Donc la fête, c'est la fête. Alors on se croit tout permis parce que c'est la fête, mais non, on travaille en fait. Donc à un moment donné, on a une responsabilité parce qu'on travaille. Et ça, c'est hyper important parce qu'en plus, on le rencontre souvent chez Itch, parce que Itch, comme on le disait tout à l'heure, c'est plutôt informel, etc. Comment arriver à faire comprendre aux passagers que les chauffeurs sont là pour travailler, qui sont pas là pour être copains-copains et qui, du coup, méritent le respect? Ouais, on a dû pas mal évoluer quand même, parce qu'en plus, nous, on a une histoire un peu compliquée où au début, on faisait du transport nocturne entre particuliers.
Et donc forcément, quand on est passé sur du VTC, il a fallu, même nous, en tant qu'entreprise, qu'on change aussi. Et les chauffeurs nous l'ont dit au début, qu'on on n'était pas assez professionnels, etc. Donc on a dû changer, évoluer, mûrir. Et petit à petit, c'est aussi des choses qu'on doit faire sentir aux passagers quand ils utilisent le service. Donc voilà, je pense que le ton, par exemple, avec lequel on communique a pas mal évolué. On essaye de montrer, en fait, on est sympa, les chauffeurs sont sympas, ils vont essayer d'être le plus à l'écoute possible pour faire en sorte que le trajet soit agréable. Il y en a beaucoup sur Hitch qui effectivement aiment bien discuter, on va pouvoir passer un bon moment, mais c'est pas ton pote, quoi. C'est un chauffeur professionnel. Et là, on voit de plus en plus d'ailleurs de chauffeurs qui, je sais pas ce que tu en penses, mais qui du coup refusent de prendre quelqu'un sur le siège avant. Donc c'est aussi lié probablement au Covid, mais pas que, où il y a de plus en plus de chauffeurs. Parce que oui, ça c'était une spécificité de Hitch. Alors nous, au début, après au d'un moment on l'a abandonné, on a dit vous faites comme vous voulez, mais bon, même de temps en temps, là il y a 4 passagers, donc 4 passagers, normalement on est obligé de mettre quelqu'un devant. Et avec le Covid, de temps en temps, ça a été interdit. Voilà, donc en ce moment c'est re-autorisé, mais il y a beaucoup de chauffeurs qui refusent et ils disent que c'est pour le Covid. Et en fait, quand on creuse avec eux, c'est parce qu'en fait ils veulent pas avoir quelqu'un à côté d'eux. Parce qu'effectivement, en mettant un petit peu de distance, on augmente aussi le sentiment de sécurité. Et on va en profiter, il y a Karim à nos côtés. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Teddy. Effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de chauffeur, de clients devant, on se sent mieux, on se sent plus en sécurité, vous voyez. Vous avez votre espace à vous, et puis en plus, ça crée une distance tout à fait. matérielle et immatérielle entre vous et le client. Oui, tout à fait. Parce que moi, déjà, j'ai mon véhicule. Mon véhicule, c'est pas une clé. C'est une clé électronique, en fait, et je laisse ma clé devant sur le tableau de bord. Donc, du coup, des fois, c'est possible que j'ai un client à côté de moi la nuit, le soir, un jeune qui monte, et j'ai toujours cette idée de me dire qu'il va me voler la clé, rien que pour m'embêter, pas pour voler mon véhicule. Quoi, oui, bon. C'est vrai, je suis d'accord. Mais en même temps, comme dit Teddy aussi, on fait un métier où on a le droit de transporter 4 personnes dans notre véhicule, et ça arrive que transporter 4 personnes dans notre véhicule, oui, effectivement. Et le sentiment de sécurité la journée est différent. C'est-à-dire que quand j'ai 4 personnes la journée et que j'ai 4 personnes la nuit, je me sens plus en sécurité la journée que la nuit. Inconsciemment, je sais pas. On parlait beaucoup de la responsabilité des plateformes, la responsabilité des chauffeurs, des clients aussi. On a très peu parlé de la responsabilité gouvernementale. On a émis l'idée de cette base de données commune entre les plateformes, donc du coup qui serait une décision forcément institutionnelle. Mais qu'est-ce que pourrait faire le gouvernement pour améliorer la sécurité des passagers et des chauffeurs? Alors côté passager, donc en plus de la base de données, donc il y a beaucoup de chauffeurs. Moi, je suis pas convaincu, mais il y a un débat sur le marché du VTC où il y a encore de temps en temps des faux chauffeurs et de la location de compte. Aujourd'hui, les plateformes maintenant ont accès à la base de données de l'État. Donc nous, quand un chauffeur s'inscrit sur Hitch, on peut vérifier si sa carte VTC est valide et du coup, on n'a que des chauffeurs qui ont une vraie carte VTC. Ce qui n'était pas le cas déjà avant l'été 2019, où on n'avait pas accès à cette base de données-là, donc on pouvait pas. Enfin, fallait regarder la carte et penser si elle était vraie ou pas. Bon, c'était un peu plus compliqué. Donc ça, normalement, c'est bon. Il n'y a plus de chauffeurs qui peuvent avoir des fausses cartes VTC et qui peuvent venir sur des plateformes. Donc ça a été bien géré. Et la deuxième étape ensuite, c'est par contre un chauffeur, s'il est par exemple sur Uber et Hitch et d'autres plateformes, il peut décider de travailler lui et de conduire à majorité par exemple sur Uber, et il va se dire je vais louer mon compte à quelqu'un d'autre sur Hitch. Ce qui, qu'on s'entend, est totalement illégal. C'est complètement illégal. Bien évidemment, c'est illégal. Et ça, c'est encore quelque chose qui existe, qui n'est pas non plus, c'est assez marginal en vrai, mais c'est quelque chose qui peut exister. Et ça pourrait être. Alors, est-ce que ça crée des enjeux de sécurité plus forts ou pas ? Je ne suis pas sûr. Parce que quelqu'un qui loue le compte, est-ce qu'il est forcément plus dangereux ou pas ? Ça reste à prouver. Néanmoins, par contre, il y a un manque de traçabilité. Donc, en tout cas, il y a un sujet et il y a un enjeu. C'est quelque chose qu'on ne veut pas. Enfin, en tant que plateforme, on veut pas. Nous, on veut savoir qui est le chauffeur et on travaille avec un chauffeur qui s'inscrit. On veut que ce soit lui qui conduise. Vous, Karim, quelle est votre position là-dessus ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, vous êtes pour qu'on lutte contre ce système-là ? L'avantage, c'est que depuis la loi Grand-Guillaume, l'État a pris des responsabilités à ce niveau-là, au niveau sécurité. Donc, du coup, maintenant, un chauffeur est enregistré sur une base de données. C'est-à-dire qu'il y a un service qui est une base de données. Tous les chauffeurs sont enregistrés. Et donc, du coup, il y a une sécurité.
Voilà, mais Il y a une l'État pourrait aller traçabilité. plus loin. Et L'État pourrait aller plus exactement, loin parce qu'il pourrait demander aux plateformes les données, pas en temps réel, mais juste, par exemple une fois par semaine, etc., pour ensuite regarder si effectivement un chauffeur il est identifié par le numéro de sa carte VTC et donc regarder s'il a fait des trajets sur Hitch et Uber à la même heure. Parce que si un chauffeur fait des trajets en même temps sur 2 plateformes ou si un chauffeur conduit 24 heures sur 24, on peut a priori légitimement penser qu'ils sont plusieurs derrière le volant. Et d'ailleurs qu'il y a peut-être même plusieurs voitures. Et donc là, du coup, informer les plateformes et suspendre les comptes. Est-ce que techniquement, c'est possible de faire ça? Oui, non, c'est possible, parce que au bout d'un moment, il y a un numéro d'identification du chauffeur qui va être le numéro de sa carte VTC. Et ça, les plateformes l'ont, parce que le chauffeur s'inscrit avec sa carte. Et ensuite, il suffit de recouper les bases de données pour voir effectivement à quelle heure qui conduisait sur quelle plateforme. Est-ce qu'il y a des doublons, quoi. Donc ça demande un petit peu de travail, mais vous mettez... Même quelqu'un qui maîtrise un peu Excel, je pense qu'il arrive à le faire, quoi. Donc bon, il y a beaucoup de lignes quand même, mais non, ça se fait. Ouais. En un mot, est-ce qu'on pourrait dire qu'on est plus en sécurité sur les plateformes de VTC qu'auparavant ou pas? Alors moi, je pense qu'il y a eu 2 phases. Je pense que la première phase, effectivement, le début du marché du VTC, moi, j'étais pas dessus, hein, mais tu nous diras peut-être ce que tu en penses, où là, c'était vraiment une révolution en termes d'usage, où on se sentait complètement en sécurité parce que c'était tracé. Et en plus, c'était un marché assez haut de gamme au début. Et donc, du coup, probablement, le profil des chauffeurs était... Il y avait beaucoup de chauffeurs appelés grandes remises qui arrivaient sur ce marché. Et il y avait moins de chauffeurs aussi. Il y avait moins de chauffeurs. Et petit à petit, c'est devenu un marché un peu de masse, où il y a eu même beaucoup d'ouverture, notamment avec un moment, il y avait... en gros, tout le monde pouvait être chauffeur VTC, parce qu'il y avait un statut un peu différent qui s'appelait le statut LOTI, où quand on avait ce statut-là, on était patron d'une entreprise et puis on pouvait employer n'importe qui, même s'il n'avait pas de licence. Donc le patron devait avoir la licence, mais les employés non. Et donc du coup, là, il y a eu probablement un moment où ça a été un petit peu plus compliqué sur le marché du VTC. Et là, on est en train de repartir dans une phase où ça devient de plus en plus sûr. Karim, vous le percevez comment, vous? Vous avez Oui, l'impression qu'il y a plus de sécurité qu'auparavant? Il y a plus de sécurité qu'auparavant, oui, tout à fait. Même nous, en tant que chauffeurs, on est plus responsables. C'est-à-dire que nous, avant, quand il y avait des problèmes de sécurité, on était un peu individualiste dans le sens où on se disait c'est pas moi je fais mon métier correctement, après les autres ils font ce qu'ils veulent, moi ça me regarde pas, de toute manière. Nous sommes qu'en partenariat avec les plateformes, nous ne sommes pas des employés, donc c'était c'est moi, après les autres, ça me regarde pas. Et en même temps, on a pris du recul et on se rend compte que on est tous responsables plus ou moins en tant que chauffeurs. Donc on prend tous conscience que l'important c'est d'être soudés, c'est de pouvoir dialoguer entre nous, déjà entre chauffeurs, ensuite de pouvoir dialoguer avec les plateformes, avec l'État, pour trouver des solutions, pour pouvoir cadrer le métier. Ce qui est aussi bénéfique pour nous dans le sens où forcément le client se sent plus en sécurité, donc forcément il y aura plus de clients, il y aura plus de confiance. Qui dit plus de confiance, il y aura plus de respect aussi vis-à-vis du client dans le véhicule, parce que malheureusement, certains clients sont tombés sur des chauffeurs pas très pros, donc du coup, ils ont un peu de réticence, et quand ils montent dans une voiture, ils ont l'impression toujours qu'ils vont tomber sur un chauffeur un peu bancal, comme on dit dans le terme. C'est tout l'intérêt c'est tout l'intérêt des associations en réalité, c'est de créer une forme de corporatisme, exactement, oui, tout à de fait. dialogue, d'espace Tout à fait. et du coup de se sentir aussi responsable des autres chauffeurs et du comportement des autres chauffeurs. Oui, c'est relatif, tout est lié de toute manière. C'est bientôt la fin de l'émission, donc je vais vous demander de conclure. Si vous deviez retenir une seule mesure pour rendre ces plateformes plus sûres, quelle serait-elle, Cindy ? Une seule mesure, ça me paraît compliqué. ça me paraît très compliqué de résumer à une seule mesure, parce qu'effectivement, ce qu'on disait, pour que ça fonctionne, il faut que ça passe par toutes les instances. Donc, si ce que les associations de chauffeurs, les associations de prévention, les plateformes et les institutions ne travaillent pas ensemble, à un moment donné, ça fonctionne pas. Donc peut-être la mesure pour moi la plus essentielle aujourd'hui, effectivement, ça va être la question de la mutualisation des bases de données, je pense. Karim ? Tout à fait. Exactement la même Je suis d'accord avec elle. mutualisation. Oui, la mutualisation. Et Teddy, j'imagine, vu que vous l'avez suggéré vous-même, Ouais, mais j'ai mutualisation aussi. donné une autre mesure, comme ça on en aura donné 2. Tu vois. Comme ça, on va se battre pour la Exactement. mutualisation des bases de données aussi. C'est hyper important, c'est le message à retenir. Non, mais c'est vrai que c'est important. avancer sur ce dossier. Et non, nous on pousse. En plus, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire, et je pense que tout le monde en fait serait favorable. Qu'est-ce qui bloque du coup ?
la loi, parce qu'on n'a pas le droit de partager des données comme ça d'utilisateurs. Il y a un acteur qui pourrait le faire, c'est le pouvoir. Voilà, donc du coup, il faut réussir à le passer par un acteur étatique, donc soit par la commission T3P, soit par un organisme de tutelle. Donc, faut peut-être le créer, ou il faut que ça rentre dans leur scope. Mais bon, du coup, Mais concrètement, on s'est jamais mis autour de la table pour tous discuter de ce sujet. Je les ai pas vus. La commission T3P, on a demandé de les rencontrer. Et voilà, c'est une commission où il y a plutôt il y a quelques syndicats, mais sinon c'est plutôt police, préfet, etc. Et ils veulent pas avoir de lien avec les plateformes parce que je pense que les plateformes sont quand même. Alors je sais pas, moi tu me diras ce que tu en penses. Mais j'ai l'impression que cette commission aujourd'hui c'est pas mal. Bon, on va régler les affaires des taxis et on nous a mis les VTC et donc en fait c'est taxi VTC mais un peu chauffeur indépendant et on veut justement rester un peu dans ce cadre-là. Donc nous il va falloir qu'on arrive aussi à convaincre qu'on peut apporter des solutions et qu'on peut aider sur certains sujets. Donc c'est une très bonne mesure. Moi si je devais en donner une autre. Ce qui n'est d'ailleurs pas une mesure, mais c'est que j'inciterai les plateformes, dont Hitch, c'est aussi pour ça qu'on a cette émission, à être de plus en plus transparents. Parce que moi, je pense que la transparence, en fait, va débloquer les solutions. C'est à partir du moment où on va, même si ça nous fait mal, nous, en tant que marque, moi, dire aujourd'hui, oui, il y a des problèmes de sécurité sur Hitch, ça ne me fait pas de la pub. Mais je pense que si on le fait, et que si tout le monde le fait, en fait, au bout d'un moment, on va juste voir que c'est un problème et on n'a pas envie de vivre dans cette société-là. Et du coup, les solutions, on va les trouver et tout le monde va vouloir faire en sorte que ça change. Donc voilà, je demanderai à mes copains d'autres plateformes d'être un peu plus transparent. D'être complètement transparent et nous, on va essayer de montrer la voie. Et bon, on va leur demander. Merci à tous les trois d'avoir été les premiers invités de Kit Main Libre. On revient très prochainement. Et n'oubliez pas, comme le disait Albert Einstein, l'homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique. Prenez soin de vous. À bientôt.